L'idée, ce n'est donc pas, comme je le disais, d'étudier les réseaux sociaux et les autres modes de communication numérique dans la perspective d'analyser les modulations qu'ils entraînent dans les communications interpersonnelles. Il y a beaucoup de théoriciens qui ont étudié cette question. J'ai ressorti une citation parmi des centaines de Nancy Bain dans Personal Connections in the Digital Age, que j'ai traduit librement parce que je voulais vous éviter mon terrible accent anglais. Alors, les gens s'inquiètent du fait que les communications soient devenues de plus en plus superficielles. Pour beaucoup, l'augmentation de l'interaction médiée semble menacer le caractère sacré des relations personnelles. Pour d'autres, les nouveaux médias permettent d'avoir plus de possibilités de connexion avec davantage d'individus. Ils pavent la voie de nouvelles opportunités, à des relations plus solides et à des connexions plus diverses. Au final, les deux perspectives reflètent le sentiment que les médias numériques changent la nature de nos liens sociaux. Alors, c'est peut-être pas la peine de tout retranscrire. Si vous voulez, je pourrais envoyer à Bertrand le PowerPoint, puis il pourra vous le transmettre après la séance. On étudiera, je ne veux pas vous entretenir très longuement non plus de la perspective de l'individu par rapport à ces pratiques des textualités numériques et des réseaux sociaux, mais peut-être simplement rappeler, à partir d'une citation de Jean-Jacques Pelletier dans La prison de l'urgence, les émois de Néo-Narcisse, rappeler cette citation, « Être soi-même est tout ce qui importe, c'est à l'univers de s'adapter ». Donc, c'est un narcissisme. Exactement. Mais ça, c'est Néo-Narcisse, l'individu contemporain pour Jean-Jacques Pelletier. Je ne sais pas si certains parmi vous ont lu ce livre, mais Pelletier explique que l'individu contemporain, finalement, on pourrait le nommer Néo-Narcisse parce que ce qui prime pour lui, c'est la création de soi. C'est un individu qui est enfermé donc dans l'urgence du présent, qui veut savoir absolument ce qui s'est passé à l'instant. Et pourquoi veut-il savoir ce qui s'est passé à l'instant? Mais parce qu'après, il y aura autre chose de nouveau qu'il ne voudra pas manquer et qu'il voudra aussi partager. Et dès lors, selon Pelletier, les réseaux sociaux représentent une plateforme idéale parce qu'elles permettent justement à l'individu d'écrire très brièvement. Et si bien que les informations vont arriver rapidement, mais les informations vont aussi disparaître aussitôt. Et on va y revenir tantôt sur le caractère nomade et éphémère de l'archive de soi sur les réseaux sociaux. Évidemment, on va aussi revenir sur cette question un peu plus loin. La pression de l'urgence, elle est renforcée par les appareils mobiles, d'une part. D'autre part, toute cette efficacité médiatique vient redéfinir la notion de vérité, de sincérité, de clarté également. En fait, on le voit aussi par rapport au modèle traditionnel d'écriture de soi, la lettre, le journal, l'autobiographie. Plus celui qui parle a l'air sincère, plus on va croire que ce qu'il dit est vrai. Et évidemment, le critère ultime de tout ça, sur les plateformes de réseaux sociaux, c'est le partage. Ce qui est important, c'est ce qui est in, j'aime ou je n'aime pas. Et en fait, ça incarne cette espèce de rapport très tranché à la réalité, admiration, indignation, mais ça incarnerait de manière à peine caricaturale, toujours selon Pelletier, le rapport de Néo-Narcisse à la vérité. Dernier élément par rapport toujours à cet essai et à cette citation, évidemment, un peu comme c'était le cas avec les lettres, on va y revenir, avec les lettres ostensibles, je vais vous revenir sur cette notion-là tantôt, au 17e, 18e siècle, des lettres qui étaient lues, qui étaient destinées à un groupe et qui étaient lues dans des séances communautaires. Mais évidemment, les réseaux sociaux et ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux viennent illustrer une quête de reconnaissance. Alors, évidemment, chacun va dépendre du regard des autres pour exister et pour se faire confirmer aussi une image valorisante de lui-même. Alors, on va revenir également tout à l'heure à ces questions. Alors, tout ça est une bien longue introduction. Pour revenir, et là, évidemment, je ne peux même pas avancer. Ah oui.
Alors, tout ça pour revenir au fait que on peut aussi aborder toutes ces nouvelles formes de textualité, non pas d'emblée, comme je le disais, en réfléchissant au volet social, aux communautés qui se forment, par exemple. Je ne veux pas revenir non plus sur la question des liens faibles et des liens forts. Ça a été amplement analysé et discuté. Mais je veux revenir d'abord aux pratiques qui permettent à l'individu de consigner son quotidien. Et peut-être faire en sorte qu'on se rappelle finalement qu'il y a plusieurs pratiques qu'on a conservées aujourd'hui, mais qu'on exécute de manière un peu inconsciente. Alors, on va partir de là. Évidemment, un titre comme « s'archiver » au quotidien, bien, ça implique qu'on revienne à des définitions de base. Je m'excuse s'il y a d'autres conférenciers qui sont revenus à cette définition-là dans leur présentation, mais simplement pour revenir à la question des archives, donc des archives qui sont des ensembles de documents anciens rassemblés, classés à des fins historiques. Et je prends simplement les définitions du Petit Robert. L'exemple que le Petit Robert donne, bien, ce sont les archives sur microfilm. Alors, ça m'apparaissait quand même significatif, puis qu'on peut transposer, évidemment, à l'usage de nos appareils électroniques. Ensuite, des archives, c'est le lieu où les archives publiques ou privées sont déposées et conservées, bibliothèque, cabinet, dépôt, etc. Et évidemment, en informatique, une archive, c'est un ensemble de fichiers qui ont été sauvegardés sur un support de stockage sous forme compressée ou non. On peut se poser la question, est-ce que vous savez pourquoi on emploie toujours archive au pluriel? L'usage d'archive au singulier est très rare, mais en fait, on va définir une pièce d'archive. On va l'employer au singulier, mais c'est très rare qu'on va employer l'archive au singulier. Donc, on parle des archives nationales, on va parler des archives d'un écrivain, on va parler d'un ensemble de documents, mais on parle rarement de l'archive. C'est comme correspondance, hein? On n'emploie jamais correspondance au pluriel, on emploie toujours correspondance au singulier. Alors, donc quand on va parler d'archiver, pour prolonger la définition des archives, là je souligne, on va recueillir, on va classer dans des archives un document, un ouvrage. On va aussi enregistrer quelque chose, on va classer un document dans les archives, donc archiver des données, des images sur support informatique. Évidemment, mon titre est un peu... Mon titre aussi est incorrect, là, on ne peut pas dire qu'on s'archive. Là. J'ai joué un petit peu avec le pronom réfléchi. Hein? Donc, mettons, on va employer le féminin pour être politically correct. Elle s'archive, mais le se renvoie à elle archive elle-même. Il s'agit donc, dans la perspective qui va m'intéresser avec vous aujourd'hui, de recueillir, de classer, d'enregistrer quoi? Bien, de recueillir, d'enregistrer, de classer quelque chose qui a trait à soi-même. En même temps, on s'enregistre, on s'archive, on recueille, on classe, etc., dans un environnement sur lequel on n'a pas prise. On va y revenir aussi un peu plus loin. Un environnement dans lequel nos archives, nos propos nous échappent aussitôt dès que c'est mis en circulation sur la toile, donc via des dispositifs à écran, l'ordinateur, le téléphone, la tablette, évidemment. On enregistre soit directement, comme on sait, sur une unité de stockage du dispositif ou ailleurs sur toutes les plateformes que vous connaissez qui n'ont plus besoin de présentation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout la manière dont ces nouvelles plateformes de production de récits de soi, comme je le disais, reprennent, déplacent, détournent les modèles traditionnels d'écriture de soi, comme la lettre, le journal personnel, l'autobiographie, même l'autofiction à certains égards, même si je n'en parlerai pas vraiment aujourd'hui. Pourquoi adopter cette perspective d'analyse? Mais en fait, d'une part, parce que j'ai beau chercher, mais il y a peu de gens qui se sont intéressés à cette question dans cette perspective, et qu'elle me permet d'ancrer le propos sur les réseaux sociaux, justement, dans une perspective plus littéraire, qui est celle qui m'intéresse. Je disais au départ, et à la fin de ma présentation, j'aurai des exemples de romans, justement, qui reprennent des bouts de textualité numérique. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la littérature est influencée par
les réseaux sociaux en bout de ligne et non pas nécessairement comment fonctionnent les plateformes d'expression, les plateformes numériques d'expression de soi, pardon. Ça permet aussi de voir comment ces nouvelles formes d'archivage de soi mènent à la construction, évidemment, d'une identité virtuelle et d'une identité numérique. Si vous avez... Est-ce que Marcello est venu présenter une conférence? Bon. Si vous avez déjà lu les livres de Marcello Vitali Rosati ou assisté à certaines de ses conférences, il évoque souvent cette différence entre l'identité virtuelle qui correspond finalement à notre persona, donc nos profils, nos images, nos avatars, et l'identité numérique qui correspond à ce que nous sommes sur le web. Autrement dit, toutes les traces que nous laissons inconsciemment quand nous naviguons sur le web. Et finalement, qui permettent aux algorithmes d'aller chercher de l'information sur nous et ensuite de nous reproposer toutes sortes de publicités selon les sites que nous avons fréquentés. Parfois, on est fort étonné de ce qui nous est proposé, mais finalement, des fois, c'est juste on réussit à tromper même cet algorithme. Est-ce que vous êtes familier avec le concept de persona? Qui répond? Simplement vous renvoyer, si jamais la question vous intéresse, à un article de Barry Ocean qui date des années 80, dans lequel justement il définit la persona par rapport aux théories de l'autobiographie. Ça s'appelle Subject, Self and Persona in Autobiography. Et ce qu'il raconte finalement, je le cite de mémoire, mais c'est qu'il dit finalement créer sa persona. Ça correspond à imagining another world, another person, another world into one's own existence. Okay? Donc finalement, c'est se créer, se construire une image qui est cohérente par rapport à ce qu'on veut projeter. Je vais y revenir tantôt par rapport à l'autobiographie, mais le meilleur exemple, ce sont les autobiographies d'écrivains. Il est très rare de lire une autobiographie d'écrivain dans laquelle l'écrivain ne se présente pas depuis sa plus tendre enfance comme ayant été prédestiné à la carrière d'écrivain. Tout ça pour donner une cohérence à ce qu'il est devenu. Donc, c'est à ça que renvoie le concept de persona. Alors, commençons par le modèle épistolaire. Et là, je vous ramène vraiment dans la théorie de l'épistolaire hors du numérique. Et c'est sûr que je vais faire des détours, je vais aller très très rapidement parce que je pense que j'ai à peu près 45 minutes pour vous ma présentation. On a les 3 heures. Bon, mais je ne veux pas parler 3 heures. Non, Alors, revenons tout bêtement à la définition de la lettre. Et on peut essayer de se rappeler aussi la dernière fois qu'on a rédigé une lettre manuscrite. On l'a envoyée à quelqu'un. Donc, une lettre, évidemment, c'est un écrit sur feuille de papier qu'on adresse personnellement à quelqu'un et qui est destiné à être mis sous enveloppe pour être envoyé par la poste. Moi, honnêtement, je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai écrit à quelqu'un, à part pour envoyer une carte de Noël avec les photos de mes enfants. Donc, envoyer véritablement une lettre, maintenant, c'est un geste qui est rare. Par contre, la deuxième définition, elle est beaucoup plus ouverte. Un écrit que l'on adresse à quelqu'un pour lui communiquer ce qu'on ne peut ou ne veut lui dire oralement. Et ça, c'est une définition qui peut être très bien transposée dans l'usage qu'on fait des textos, de la messagerie, du clavardage et également des plateformes de réseaux sociaux. Alors, il me semble qu'on peut retenir dès lors 2 éléments de ces définitions qu'on va conserver pour tout à l'heure. Donc, la lettre est un substitut de l'oral. Et la lettre conserve quand même un caractère privé. Et là, on va essayer de voir comment ce caractère privé devient paradoxal à l'ère des réseaux sociaux numériques. La lettre, comme vous le savez, dépend de facteurs historiques, des facteurs qui sont évidemment non permanents. Donc, l'état des voies de communication. Peut-être que si j'ai envoyé une lettre il y a 2 jours, elle va mettre un petit peu plus de temps à se rendre à destination que quand je l'envoie en plein été, quand il n'y a pas de problème de météo. La structure des rapports sociaux également, des modes, et enfin l'accès à l'écriture et à la lecture. Donc,
Évidemment, si on transpose ça dans l'environnement du 15e, 16e, 17e siècle, ces facteurs-là avaient énormément d'importance. Si on arrive au 19e, 20e siècle avec la prolifération de la lettre personnelle, de la lettre familière, graduellement, au cours du 20e siècle, mais ces facteurs-là l'importance de différents facteurs va diminuer. Par exemple, l'état des voies de communication, bien, on voit très bien, quand on étudie les archives d'écrivains, qu'à partir des années 60, il y a une diminution dans la fréquence des lettres qui sont échangées entre les écrivains et leur entourage. Pourquoi? Mais parce qu'il y a de plus en plus de communication téléphonique. Et on comprend très bien, ils n'ont pas besoin de le mentionner dans les lettres, mais parfois, au passage, ah oui, toutes nos conversations téléphoniques du mois dernier, et là, il y a un trou dans la correspondance. Hein? Donc, il y a quand même des facteurs historiques qui peuvent permettre de mesurer l'importance de l'écriture épistolaire au fil des siècles et éventuellement des décennies. La lettre repose évidemment sur des considérations formelles. C'est banal, vous allez me dire, mais il faut quand même le rappeler. C'est un texte qui est rédigé à la première personne du singulier et qui est généralement pensé sous la forme d'un dialogue. Hein, il y a toujours un destinataire à une lettre. Bon, bien entendu, on peut nuancer en disant qu'il y a plusieurs lettres familières qui deviennent des soliloques, des monologues, dans lesquels on ne voit pratiquement, on ne sent pratiquement pas la présence du destinataire, mais il reste qu'à partir du moment où on envoie une lettre à quelqu'un, il s'agit d'un dialogue, même si on n'y parle que de soi. C'est l'exemple le plus drôle, puis tu couperas ça au montage, Gina, au cas où ma mère écoute la conférence. Mais c'est une conversation téléphonique, par exemple, avec ma mère, qui me raconte en détail tout ce qu'elle a fait dans la journée. C'est elle qui m'a appelé pourtant, hein, puis elle appelle pour prendre des nouvelles. Mais là, ah oui, mais... Et là, elle commence, puis à la fin, ben je vais te laisser là parce que j'ai autre chose à faire. Même chose, dans les lettres, il y a des gens qui écrivent, qui disent, je m'ennuie terriblement de toi. Et là, n'oublie pas de m'écrire, hein, et on envoie la lettre. Donc, il y a un dialogue, mais parfois qui tend vers le soliloque ou le monologue. La lettre est évidemment signée, ou en tout cas au moins par le sceau postal, on sait d'où elle vient ou à peu près. Et à partir du 17e siècle, il y a 3 étapes dans la composition de la lettre, l'exorde, la narration et la conclusion. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, je pense que vous êtes sans doute familière avec tout cela. Maintenant, par rapport à la temporalité, donc l'envoi d'une lettre va supposer une distance physique. C'est très rare, vous pouvez bien écrire une lettre d'amour à votre compagnon, à votre compagne qui habite dans le même appartement que vous, mais généralement, quand on envoie une lettre par la poste, ça suppose qu'on est séparé physiquement de la personne à qui on écrit. Et il y a un décalage plus ou moins important entre le moment où la lettre est acheminée et le moment où elle sera lue. Donc, j'écris à quelqu'un, je ne sais pas s'il lira ma lettre au moment où il la recevra ou si simplement il va mettre la lettre dans le fond d'un tiroir puis il va dire 2 semaines plus tard, « Ah oui, c'est vrai! Elle m'avait écrit, je peux bien voir ce qu'elle veut. Hein? » Donc, il y a toujours un décalage entre le moment où la lettre est acheminée et le moment où elle sera lue. Et ce qui est particulier, c'est qu'on va y revenir, mais c'est que à la fois pour la lettre, mais pour son prolongement, si on veut, dans les plateformes de réseaux sociaux, il y a toujours la possibilité de ne pas répondre et de mettre fin au dialogue. Par contre, la lettre va continuer d'exister matériellement, à moins qu'on la brûle ou qu'on fasse exprès pour la perdre. Mais ce qu'on va rédiger dans les réseaux sociaux à l'intention des autres, après une journée ou 2, hein, ça va finir par disparaître, il n'y a plus jamais personne qui va nécessairement y revenir. Qu'en est-il du destinataire? Donc, quand j'écris à quelqu'un, là, il faut prendre séduction au sens très large du terme, hein, je cherche toujours à séduire l'autre. Hein, je cherche généralement à le mettre de mon bord, comme on dit. C'est sûr que c'est pas toujours des lettres d'amour, hein, mais je cherche à le séduire, par exemple, peut-être en lui disant à quel point j'admire, je sais pas, moi j'admire ce qu'il fait professionnellement.
et que j'aimerais donc qu'il m'aide à devenir aussi performante que lui ou elle professionnellement. Donc, tu sais, j'essaie de séduire l'autre et toute cette tentative de séduction, elle va reposer sur l'établissement d'un pacte épistolaire. Qui me semble possible aussi de reconduire à certains égards dans l'univers des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le pacte épistolaire? Vous êtes familière avec... Non? OK. J'imagine que ça ressemble à un contrat de lecture. Tu crées certaines règles pour qu'il y ait un échange harmonieux et idéal. Oui, puis en fait, c'est un contrat de lecture, mais c'est un pacte tacite. Donc, ce ne sera jamais nécessairement rédigé explicitement dans les lettres entre les destinataires. Mais effectivement, entre les destinataires, c'est une entente tacite sur la fréquence de l'échange, sur les sujets qui peuvent ou ne peuvent pas être abordés, sur les gens qui peuvent peut-être lire les lettres, sur les modalités de conservation. Puis, par exemple, Gabrielle Leroy, elle disait à son mari, « N'oublie surtout pas de conserver mes lettres. Place-les dans le tiroir de mon secrétaire. » Parce qu'elle savait qu'un jour, ça serait peut-être publiable ou publié. Et ça faisait partie de leur entente tacite. L'autre chose qui faisait partie de leur entente, par exemple, c'était moi, je continue à t'écrire, mais tu sais, toi, tu fais tellement de fautes d'orthographe, puis tu écris tellement mal que tu n'es peut-être pas obligé de m'écrire aussi souvent, puis je comprends. Donc, c'est un petit peu ça. Oui. Alors, ça, c'est le type d'entente qui peut... En fait, à partir du moment où on sait qu'elle exigeait que l'autre conserve ses lettres, on voit qu'il y a toute une conscience d'écrivain qui se développe dans la correspondance et qu'il y a un changement de ton, les lettres sont plus travaillées, les brouillons sont éliminés, les brouillons ont été éliminés. Donc, on a vraiment des versions finales des lettres, des versions qui ont été visiblement retravaillées. Donc, il y a beaucoup d'indices qui laissent croire qu'elle s'adressait déjà, finalement, que Marcel, son mari, c'est un prétexte, mais qu'elle s'adressait déjà à ses lecteurs éventuels parce qu'elle savait, à partir du moment où elle a commencé sa correspondance avec lui, elle avait déjà publié Bonheur d'occasion, elle était déjà célèbre. Puis là, on comprend que la lettre est plus un journal d'écrivain, puis que la lettre devient plus une façon, justement, de s'archiver pour la postérité, pour ses lecteurs. Et puis, de raconter sa vie autrement que dans une autobiographie, là, si on veut. Si on revient à la question du pacte, justement, la clause minimale du pacte, généralement, c'est une réponse. À partir du moment où il n'y a plus de dialogue entre les correspondants, on peut dire que le pacte est simplement rompu et qu'il n'y a plus possibilité de poursuivre l'échange. Alors, ça, c'est pour rappeler brièvement le fameux modèle épistolaire. Maintenant, si on passe de la lettre au courriel, et ça, c'est comme ma propre boîte aux lettres, qui est toujours pleine, et je ne comprends pas pourquoi Concordia ne nous offre pas un espace. Nous autres, on est à 1 gig, on n'est même pas à 2.348. 2.348. Nous, c'est 1, mais on est tous à même endroit. C'est la même chose. Ah oui, on se fait rappeler constamment votre boîte aux lettres. Vous devez effacer. Alors, le paquet épistolaire en prend pour son rhume. C'est là qu'on voit quand même que la question de l'archivage de soi devient centrale. Alors, le courriel. Je ne vais pas m'attarder non plus à la question du courriel parce que c'est un peu périphérique à ce dont je veux discuter avec vous. Mais le courriel, si on essaie de rappeler rapidement comment on peut le définir de manière formelle. Donc, c'est un mode de communication, évidemment, asynchrone et à distance, mais la temporalité par rapport à la lettre est quand même différente. Donc, l'attente, elle est réduite, mais dans la mesure où, à partir du moment où on envoie le message, on s'attend tout de suite à ce que le destinataire ait vu le message et on s'étonne de ne pas avoir parfois de réponse dans les minutes ou les heures qui suivent. J'ai souvent reçu des messages qui me disaient « Mais je vous ai envoyé un message il y a 1 heure, je n'ai pas encore de réponse. Pourriez-vous me répondre? » Parce qu'on suppose que parce qu'on l'envoie via communication électronique, que la personne est toujours derrière son ordinateur. Pourtant, à l'époque des lettres, là, on ne s'attendait pas à ce que la personne attende le facteur avec... Pour recevoir la lettre. Donc, il y a un changement dans la temporalité. L'attente, elle est comme... Tu as déjà attendu des lettres à côté de la boîte aux lettres?
Presque, mais je me souviens d'une chanson de Sylvain Lelièvre qui est Ma journée ne peut pas commencer tant que le facteur n'est pas passé. Oui! Qui était une chanson des années 70 moi, que je trouvais assez drôle, mais qui parlait bel et bien de l'attente. De l'attente. Si le facteur passe à 10 Mais c'est une fois par jour. Oui. Hein? Donc, les courriels par rapport aux lettres aussi sont des textes, on le sait, qui sont généralement brefs. Et souvent, dans la lettre familière, par définition, la lettre familière est une lettre où on va commenter le contenu de la lettre de l'autre, on va commenter le style parfois même de la lettre de l'autre, hein, lui dire « Ah, j'ai beaucoup aimé le ton sur lequel tu m'as écrit » ou J'adore la manière dont tu écris », etc. C'est très rare qu'on va faire ça dans un courriel. Hein. Le courriel est un mode d'expression un peu plus expéditif. Et la date, évidemment, et l'heure de l'envoi du message apparaissent normalement dans l'entête et c'est fait automatiquement. Ce n'est pas nous, comme dans une lettre, qui inscrivons le lieu et la date. Par défaut, évidemment, il y a archivage des messages par le logiciel et si on ne les supprime pas, ils restent, comme vous savez, disponibles en ordre antéchronologique. Il conserve même nos messages envoyés. Alors, on archive non seulement les messages sortants, les messages entrants, mais aussi ceux qu'on rédige pour une relecture ultérieure. Et donc, j'organise mes répertoires de courriels par destinataire, par sujet, et du coup, qu'est-ce que je fais? Bien, je suis en train de m'archiver moi-même, parce que je suis en train d'enregistrer non pas seulement ce que les autres m'envoient, mais je suis en train d'archiver des échanges desquels je faisais partie. Hein? Donc, je laisse des traces de moi-même dans ces immenses répertoires de courriels, qui est très différent par rapport à la correspondance, où, à partir du moment où on envoie une lettre, on perd le contrôle sur cette lettre-là. Même si on veut revenir à des considérations de droit d'auteur, des considérations légales, je serai toujours titulaire des droits du texte que j'ai envoyé à quelqu'un. La propriété matérielle, elle ne m'appartient plus. Alors, si la personne veut garder sa lettre dans une cave, dans un sous-sol ou en Sibérie, puis qu'elle ne veut plus m'y donner accès, mais qu'elle n'en fait rien d'autre que la conserver dans sa cave en Sibérie, je n'ai plus accès à ces données. Qu'est-ce que je voulais ajouter sur le courriel? Ah oui. Donc, évidemment, le courriel, contrairement à la correspondance, est associé à une surabondance de messages, surtout parce qu'il y a possibilité de les consulter sur différents appareils à la fois. Là, présentement, vous êtes en train de consulter vos courriels sur vos appareils mobiles. Certains autres peuvent être en train on peut les consulter sur des ordinateurs, sur des tablettes, etc. Donc, s'il y a surabondance de messages, qu'il y a possibilité de les consulter sur des appareils différents, il y a aussi une surcharge d'informations. L'archive qui reste disponible à distance, ben ça fait en sorte qu'on peut consulter ces courriels, les anciens courriels, n'importe où, n'importe quand. Je peux être à l'entraînement de foot de ma fille, puis être en train de chercher dans le répertoire NT2 Bertrand Gervais. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Donc, la semaine passée, je n'ai pas répondu, il me réécrit, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a demandé. Ce qui serait tout à fait mon genre, de paniquer un samedi après-midi en me demandant à qui n'ai-je pas répondu. Mais bref, il y a une surabondance de messages, ce qui vient aussi, évidemment, alourdir constamment l'archive, quand je voyais que ma boîte était pleine. Et tout ça de manière plus, justement, qui sort un petit peu du propos, mais c'est associé au brouillage, évidemment, de la frontière entre la vie professionnelle, la sphère publique et la vie personnelle. Et qui va se retrouver dans mon archive de courriel, finalement, dans l'archive de moi, dans le courriel, mais c'est un mélange des deux, justement. Hein, un mélange de ma vie professionnelle, de ce que je suis, de ma persona professionnelle et de ma vie personnelle. On va revenir à la lettre Facebook tout à l'heure. Maintenant, juste rappeler quelques éléments du modèle diaristique ou du journal personnel.
J'hésite à employer l'expression journal intime, mais pour la simple raison qu'à l'époque, quand je rédigeais ma thèse, justement, puis il y avait une portion qui était consacrée au journal, j'avais lu plusieurs essais sur la notion d'intimité. La notion d'intimité, c'est une notion qui est extrêmement flottante et la définition qu'on va proposer de l'intimité, mais elle va être différente selon les individus à qui on va poser la question. Alors, ce qui est intime pour moi n'est pas nécessairement ce qui est intime pour vous. Alors, vous pouvez considérer, vous, que, je ne sais pas moi, que de prendre, je sais pas, des photos de tous vos repas, ça ne fait pas partie de votre intimité de mettre ça sur les réseaux sociaux. Moi, je considère que ça fait partie de mon intimité. De toute façon, je ne suis pas de bonne cuisinière. Ce ne serait pas de bonne idée que je mette ça sur les réseaux sociaux. Mais bref, donc la notion d'intimité, c'est une notion qui est flottante. Donc, j'emploie surtout l'expression journal personnel, mais j'ai comme ajouté intime parce que c'est l'expression qu'on veut. Alors, vous avez peut-être déjà tenu un journal personnel. C'est un récit, évidemment, qui est de nature introspective, où il y a prédominance du « je » et du présent de l'indicatif. Très rare qu'on va écrire un journal pour raconter des événements qui se sont déroulés il y a 20 ans. Ça se peut qu'on le fasse, si on est, par exemple, les journaux thérapeutiques et tout. Mais, généralement, on va écrire au jour le jour ce qui se produit au quotidien. On va donc archiver, on va recueillir, on va enregistrer par l'écriture, on va ce qu'on vit à chaque jour. Et on va raconter des événements, le plus souvent aussi, qui ont eu lieu depuis la rédaction précédente. On va raconter des événements et on va commenter les mêmes événements. Les entrées, comme vous le savez, sont généralement datées, ce qui fait en sorte qu'on a un récit fragmenté et qui est fragmenté en fonction du calendrier. Le journal, c'est aussi un texte, un ensemble textuel qui ne repose pas sur un projet. Il n'y a pas d'organisation générale du récit, il n'y a pas de structure interne, il n'y a pas de clôture narrative. Donc, autrement dit, je peux décider qu'une journée, je raconte ce que j'ai, je ne sais pas moi, que j'ai fait du ski nautique pour la première fois. Puis le lendemain, je peux raconter que j'ai lu La détresse et l'enchantement de Gabriel Leroy et donner mes impressions sur ma lecture. Il n'y a comme pas d'unité nécessairement à ce que j'y raconte. Et on peut dire que dans le journal, il y a quand même une pseudo-destination. Il y a des destinataires qui sont inscrits dans le texte, mais sans nécessairement toujours savoir qu'ils le sont, parce qu'ils n'ont pas accès au journal. De mémoire, je peux citer Georges Sand qui disait dans son journal « Oh, mes enfants, vous ne saurez jamais à quel point je vous aime », quelque chose comme ça. Donc, ça s'adresse finalement à ses enfants, mais ces enfants qui ne sont pas des destinataires premiers du journal. Il peut tout de même y avoir, dans une certaine mesure, un projet. Je pense à Stendhal qui s'était donné comme objectif de commencer un journal et d'écrire tous les jours pendant au moins une année. Donc, certes, il y a un projet, mais il n'y a pas de projet narratif comme tel. Si on essaie de transporter ce qu'on vient de dire sur la lettre, le journal personnel, et d'amener tout ça dans l'environnement des réseaux sociaux. Donc, on va commencer par la lettre. Je dis écrire une lettre et écrire à ses amis. Amis Facebook, on s'entend. Alors, je vous parlais tantôt de la lettre ostensible. Alors, à l'époque, au 17e, 18e siècle, c'était un modèle de lettre qui était très courant. Donc, c'est une lettre qui était implicitement orientée vers plusieurs destinataires, mais qui conservait quand même le degré de familiarité de la lettre privée. Là, je cite Geneviève Haroche-Bouzinac, qui explique que cette sorte de lettre, qui n'a rien de fictif, la lettre est rédigée, adressée, transmise, permet d'envisager l'épistolaire à cette limite parfois imperceptible qui sépare vérité, réalité, authenticité et fiction. L'épistolier qui écrit sait qu'il sera lu par plusieurs regards. Cet aspect n'est pas sans accentuer la part de pause et de mise en scène. Hein? Donc, on voit déjà là, il y a un certain lien d'emblée avec l'écriture, par exemple, d'un statut Facebook, qui inaugure justement
l'équivalent d'une conversation à laquelle pourront potentiellement participer tous les amis. Et dans le cas des statuts qui restent publics, l'ensemble de la communauté Facebook. Alors, autrement dit, écrire un statut Facebook, ce serait comme justement écrire une lettre. On l'envoie à plusieurs destinataires, mais on reste généralement relativement familier dans la manière de s'adresser à la communauté. Souvent, on oublie parfois qu'on a 1850 amis. Non, mais pas moi, mais souvent, c'est ça, on oublie. Il y a certaines personnes qui oublient qu'elles s'adressent à une si vaste communauté, qui vont raconter des choses qui sont justement avec un degré de familiarité peut-être un peu trop important par rapport à cela. Donc, il y a évidemment, comme dans le cas de la lettre ostensible, il y a un contact entre un destinateur, un locuteur, et des destinataires qui échangent depuis un contexte d'énonciation partagé, soit le fameux mur Facebook. Et il y a les différents éléments formels de la lettre qui sont condensés dans le statut Facebook. Évidemment, parfois, ils sont implicites, hein, mais généralement, il y a quand même une certaine mise en situation ou l'annonce d'un sujet, puis une brève narration ou un bref récit. Je vais y revenir tout à l'heure, mais la condition pour qu'il y ait un récit, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 propositions qui soient juxtaposées, qui se suivent. Hein? Donc, si vous écrivez, par exemple, dans un statut Facebook, là, je ne voulais pas non plus prendre mon propre profil en exemple. Puis j'ai pas voulu prendre celui de Bertrand non plus parce que je voulais pas qu'il soit trop mal à l'aise. Mais il y a quand même toujours il y a quand même toujours une mise en situation implicite, ne serait-ce que par l'emploi des fameux émoticônes. Là, hein, je me sens amusée, je me sens festive, je me sens découragée, je me sens en colère. Alors là, je mets en situation. Il y a toujours une mise en situation avec ça. Et il y a toujours l'annonce d'un sujet. Je vais toujours parler de quelque chose. Si j'écris juste « je suis en colère », oui, je peux écrire ça, mais il manque quand même une contextualisation à tout ça. Donc, je me sens amusée. Il y avait comme aussi une exorde implicite. Hein? C'est comme dans une lettre « Chers amis », Gabrielle Roy, c'était « mon cher grand fou » quand elle écrivait à son mari. Là, il y a comme une exorde implicite. Chers amis Facebook, je vais vous raconter ce que ça me tente de vous dire. Il n'y a pas de formule de salutation, évidemment, à la fin du message, parce que la fin reste ouverte, parce qu'on essaie de susciter des remarques de sympathie, par exemple, des commentaires, si on veut semer la zizanie parmi nos amis, bon, etc. J'ai fait ça aussi par rapport aux fermetures d'école. Tu sais, je me suis amusée à aller écrire des commentaires sur le site de la commission scolaire. C'est fun. Ouais. Message véhément. Bien senti. Alors, ce matin, il faut que vous sachiez là, que loin, là où j'habite, là, il n'y a aucun trottoir qui est déneigé, il n'y a aucune piste cyclable qui est déneigée. La rue est à peu près large comme ça pour laisser passer 2 autos et les enfants qui marchent pour aller à l'école. Bon, quand même. Mais il y a quand même des trottoirs. Il y a des trottoirs, oui. Quand c'est pas l'hiver. Tout ça pour dire que le fameux statut Facebook met le rapport avec l'épistolaire, ça met en lumière un autre élément fondamental qui est partagé entre les deux, c'est-à-dire la transitivité. Donc, écrire une lettre, c'est toujours écrire à quelqu'un. Le journal personnel, à l'opposé, est un genre intransitif, un genre autoréflexif. Mais la lettre, c'est toujours écrire à quelqu'un. Donc, on va y revenir un petit peu plus loin, sur le fait de se raconter, sur le fait de tenter de susciter des commentaires qui vont faire en sorte que mon portrait, mon profil va se modifier non seulement par mes propres ajouts, mais aussi par la manière dont mes entrées vont être reçues par les autres. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Qui viennent modifier, des mises à jour, qui viennent modifier du même coup mon archive. Alors, évidemment,
comme dans les communautés épistolaires, les statuts dans les réseaux sociaux vont témoigner d'un jeu de simulation. Et on va souvent changer sa propre condition, on va faire semblant. Pourtant, on est en train de consigner quelque chose de soi-même. Hein? Ça me fait penser, cette idée de jeu de simulation, à une vidéo qui a circulé il y a peut-être 2-3 ans, je ne me rappelle pas exactement. Vous l'avez peut-être vu, c'était une vidéo qui se moquait de Facebook, dans laquelle il y avait un gars qui venait de se faire larguer par sa copine, qui venait de perdre son boulot et qui se présentait pourtant sur son mur Facebook parce qu'il voyait que le profil de son ex-copine était très, très, très populaire et qu'il y avait beaucoup de likes. Donc, il se présentait sur son mur Facebook comme ayant couru un demi-marathon, mais on voyait qu'en fait, il s'était promené en voiture, qu'il avait fait 21 km, puis qu'il était allé se photographier au 21e kilomètre, faire un selfie au 21e kilomètre, qui était rembarqué dans son char. Ensuite, il photographiait, il se présentait comme mangeant de la nourriture très raffinée tous les soirs, mais en fait, il allait chercher des photos de plats ailleurs, puis il les mettait sur son mur, mais en fait, il mangeait des TV dinner. Il se présentait comme ayant beaucoup de plaisir avec ses amis, mais en fait, il passait ses soirées seul sur son canapé à se morfondre et à espionner le profil de son ex-copine. Bref. Ça allait bien. Ça allait très, très bien, mais tout ça dans le but d'attirer l'attention des membres de son cercle numérique. Donc, on change sa condition, on fait semblant pour attirer la sympathie. Et on adopte, c'était son cas aussi, les mêmes comportements, les mêmes habitudes d'écriture. Pourquoi? Mais pour se conformer aux attentes du reste du groupe ou faire comme les membres les plus actifs. Et si on voit, là, il y a des gens qui vont voir que un de leurs amis a, je sais pas moi, systématiquement 350 likes, reste là-dessus. Et là, moi, j'en ai juste un à chaque fois, c'est toujours la voisine, tu sais. Ta mère. Ou ma mère. Mon Dieu, je vais peut-être me poser des questions, me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, qui a 350 likes? Hein? Puis essayer d'adapter mes pratiques, si on veut, aux pratiques qui suscitent, qui recueillent le plus de succès. J'en ai pas parlé non plus, mais par rapport au fait de changer sa propre condition, de faire semblant, tu sais, quand on écrit une lettre au début par convention, on va inscrire le lieu, on va inscrire la date. On peut jouer, bien entendu, avec le lieu si on veut se jouer de son destinataire, justement. Tu sais, on peut dire, je sais pas moi, Montréal le 25 novembre 2010. Mais en fait, j'étais à, je sais pas, à Saint-Bruno-de-Montarville, mais je veux tellement pas que quelqu'un sache que j'habite à Saint-Bruno-de-Montarville que j'écris Montréal. Mais même chose, dans les réseaux sociaux, il y a une possibilité justement de se géolocaliser. Mais dans un cas comme dans l'autre, on peut jouer avec cette donnée. Il y a toujours l'exemple de... en reprenant le même exemple, je peux très bien écrire, passer 6 mois dans ma lointaine banlieue et faire en sorte que tous mes statuts soient localisés à Montréal. Parce que je veux surtout pas que quelqu'un sache que je passe ma vie aussi loin de la grande ville, mettons. Okay? Donc, on peut se jouer, on peut changer, faire semblant avec justement les outils de géolocalisation. Puis là, plus tard, si on revient sur ces statuts-là, on va se dire, est-ce que j'étais vraiment à Montréal? Où étais-je à l'époque? Pour ce qui est de l'écriture du journal et de l'alimentation du profil, quels sont les liens entre les deux? Donc, quand on étudie les journaux personnels d'écrivains, on se rend compte qu'il y a plusieurs écrivains qui admettent écrire un journal pour éviter de devoir écrire, travailler à l'élaboration de leur œuvre. Hein, donc, c'est écrire au lieu d'écrire, finalement. Procrastiner. Ou procrastiner. Il y a certains écrivains qui se servent de la lettre aussi pour les mêmes raisons. Et si je reviens à la charmante Gabrielle, elle faisait la même chose. Elle disait, aujourd'hui, je devrais être en train d'écrire. C'est une façon de flatter son destinataire aussi. Hein? Mais tu sais, je préfère t'écrire une lettre, puis je reviendrai à mon roman demain. Ou je suis en panne d'écriture.
mais elle va quand même écrire, au lieu d'essayer de faire débloquer l'écriture de son roman, mais elle va écrire de très, très longues lettres à l'ensemble de ses correspondants. Donc, écrire au lieu d'écrire, c'est un petit peu la même chose. Hein? Alimenter son profil au lieu de faire ce qu'on serait censé faire. Et au lieu de travailler, au lieu je sais pas moi, de lire, au lieu d'écrire, au lieu de préparer vos travaux de fin de session, on est en train d'alimenter notre moi sur les réseaux sociaux. Pourquoi on écrit un journal? Pour recueillir, conserver, archiver des traces du quotidien, mais c'est la même chose avec l'alimentation du profil. On recueille. Est-ce qu'on écrit vraiment pour conserver? Là, on pourra en rediscuter. C'est un peu paradoxal comme pratique si on écrit dans les réseaux sociaux pour conserver des traces, mais on archive quand même ce qu'on est au quotidien. On écrit un journal pour renforcer son identité et sa persona. Mais évidemment, je pense que tout ça est beaucoup accentué dans l'alimentation des profils de réseaux sociaux parce qu'on le fait publiquement. Donc, si on le fait publiquement, on voudra que notre identité soit doublement renforcée. Et écrire pour avoir un confident, avoir besoin de se raconter. Mais là, on n'a pas besoin nécessairement de revenir sur cette question. Mais il y a plusieurs études qui ont démontré que pour une large part de la population, il y a l'illusion de pouvoir se raconter à quelqu'un quand on écrit sur les réseaux sociaux. Il y a une illusion d'être à proximité de quelqu'un. Mais ça, ce serait de revenir à toute la question des liens faibles, des liens forts. Puis ça, j'avais pas tellement envie d'y revenir. L'écriture du profil, bien entendu, contrairement à celle du journal, le journal, c'est le calendrier qui en balise l'écriture et la date que j'inscrirai évidemment que j'inscrirai au début de l'entrée. L'écriture du profil, elle est bien sûr balisée par le logiciel qui va archiver les entrées selon la date et l'heure de rédaction. Puis ensuite, va les regrouper selon les mois et les années. Mais vous savez très bien, comme moi, qu'on peut changer la date et l'heure de la rédaction d'un statut Facebook, par exemple. Hein, pour le faire intervenir ailleurs dans la chronologie ou dans le journal. On peut changer la date et l'heure de la prise d'une photo. Bref, on peut jouer avec ces paramètres-là, même si c'est au départ balisé par le logiciel. L'autre élément intéressant auquel on peut songer, c'est la question de la sincérité. Donc, dans toutes les théories des discours de l'intime, il y a cette réflexion sur la question de la vérité, de l'authenticité et de la sincérité. Et il a été démontré que le degré de sincérité du journal personnel, dans le journal personnel, serait plus important que le degré de sincérité dans une lettre. Parce que dans une lettre, on s'adresse à quelqu'un d'autre. Hein? Donc, la construction, si on veut, de la persona, elle interviendrait davantage dans la lettre que dans le journal personnel. Pourquoi le degré de sincérité serait-il plus élevé dans le journal personnel? Mais justement parce que, comme je le mentionnais il y a quelques instants, le journal, au départ, c'est un genre intransitif, c'est un genre autoréflexif, donc c'est un texte qui est destiné à soi-même. Donc, chaque journal, finalement, c'est un destinataire virtuel, mais qui est comme une sorte de double de la personne qui écrit. Par contre, ce n'est pas tout à fait, évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas dans les réseaux sociaux, hein, la question de la sincérité. Et à cet égard, ben, on rapprocherait les pratiques sur les réseaux sociaux davantage des pratiques épistolaires, comme on s'adresse toujours à quelqu'un d'extérieur et que la question du paraître entre inévitablement en ligne de compte. Et enfin, dans les trois cas, on peut dire qu'écrire n'est pas toujours un geste réfléchi, que c'est souvent un geste impulsif. Donc, bien sûr, comme je le disais, il y a des lettres qui sont travaillées, retravaillées, réécrites, pour lesquelles les gens font des brouillons, retranscrivent, etc. Mais dans le journal, on a souvent remarqué que le journal était caractérisé par une écriture beaucoup plus impulsive. Et
la plateforme des réseaux sociaux invite évidemment encore davantage à l'écriture impulsive. Et à écrire rapidement. J'ai 2 minutes, je suis dans le métro, qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Je vais raconter que il y a quelqu'un qui est en train de jouer de la guitare dans le wagon de métro puis que tout le monde trouve ça merveilleux. Donc, j'écris impulsivement, puis après, ben, ça va peut-être m'arriver d'aller effacer ce que j'ai écrit parce que je me dis, ben là, j'ai raconté ça, c'est complètement inutile. Pourquoi ai-je raconté ça? Puis je vais simplement le retirer. Mais la question d'impulsivité entre davantage en ligne de compte dans les plateformes numériques. Rapidement, par rapport à l'autobiographie et au récit, donc, évidemment, les questions du sujet, du moi et d'autres sont très centrales à l'autobiographie. On ne peut pas qualifier les interventions sur les réseaux sociaux d'autobiographiques au sens premier du terme, parce que quand on parle d'une autobiographie, on pense à un récit qui établit un dialogue, là, si on revient à des considérations narratologiques, là, entre un je narrant et un je narré, c'est-à-dire le je qui est dans le présent de l'écriture, qui pose un regard rétrospectif sur sa vie et qui va raconter les aventures ou ce qui est arrivé au je personnage à partir de l'enfance jusqu'à un âge relativement avancé. Et de surcroît, la plupart des autobiographies sont rédigées par des individus qui sont justement assez âgés, qui sont rendus à un moment de leur vie où ils sentent le besoin de faire un bilan, soit qu'ils sont malades, soit qu'ils ont comme bouclé une carrière qui leur paraît intéressante de raconter. Bref, l'autobiographie, si on veut, couvre un spectre temporel beaucoup plus important que ce qu'on retrouve dans les plateformes des réseaux sociaux. Mais un statut Facebook ou des interventions dans les réseaux sociaux, ça reprend quand même l'idée de la construction justement d'une persona. Ça reprend cette idée-là, l'autobiographie, dans la mesure où, même si ce que le profil ou l'avatar ou ce qui est livré sur les réseaux sociaux ne correspond peut-être pas entièrement à la vérité, le statut ou le statut Facebook, en tout cas, ou une entrée sur les réseaux sociaux va correspondre à une version authentique et on va quand même chercher à présenter aussi une version cohérente de soi au fil des différents statuts. Donc, c'est à peu près ça qu'on peut reprendre de l'autobiographie. Alors, maintenant, s'archive-t-on vraiment dans l'intimité? Je parle depuis le début des discours de l'intime. Évidemment, de la lettre familière qui est adressée à un seul destinataire, du journal personnel qu'on écrit pour se rappeler, finalement. Tout cela relève d'emblée de l'espace privé. Or, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux, on s'archive désormais dans l'espace public. Mais on a quand même l'illusion d'une certaine intimité parce qu'on peut activer des paramètres de confidentialité, mais il reste qu'à partir du moment où on se commet, le récit, il nous échappe complètement. Et on s'archive, on s'enregistre finalement. À partir du moment où on publie, oui, on a l'impression que si j'ai activé des paramètres de confidentialité ultra sophistiqués, il y a peut-être en mode personnalisé, puis que j'ai adressé ça à 8 personnes, mais que ce sont que ces 8 personnes-là qui vont voir le statut. Mais ce que j'ai écrit, c'est rendu sur un serveur, je ne peux plus le récupérer, il restera là à jamais. Donc, je m'enregistre en me disant, il n'y a que quelques personnes qui vont lire, mais en même temps, si c'est conservé, ça peut ressortir à peu près n'importe quand. Alors, s'archiver sur les réseaux sociaux, ce n'est pas
conquérir un espace intime, c'est plutôt conquérir un espace éditorial public en exprimant justement l'intime ou le privé. Et ça revient donc d'une certaine façon aux fameuses lettres ostensibles dont je parlais tout à l'heure. Et c'est l'invitation implicite aux autres à répondre qui vient faire en sorte que mon statut, mon fragment d'archive de moi-même, mais il va s'inscrire dans ce qu'on pourrait, dans quelque chose qu'on pourrait qualifier de polyphonique, hein, parce qu'il va mettre en lumière ce que Adele Rona, dans son livre sur les autoportraits de Sainte-Beuve à Facebook, je peux vous envoyer la référence si vous voulez, ce qu'elle appelle un fonctionnement octorial dynamisé par la participation. Et elle précise, Rona, que les réseaux sociaux viennent sémiotiser les pratiques communicationnelles comme la correspondance en les étendant à des usages systématisés des figurations individuelles. L'autre chose qu'on peut peut-être ajouter par rapport à ça, puis j'essaie de synthétiser parce que je veux vous donner les exemples des romans pour terminer, c'est la question de l'agrégation de mon portrait à celui de l'autre. Hein? Donc, à partir du moment où quelqu'un me donne accès à son propre récit, à sa propre archive, en acceptant d'être mon ami sur la page qui est celle de son profil, bien là, il y a évidemment comme un échange et un archivage des représentations de soi qui se joue sur la plateforme. Autrement dit, il y a ce qu'on pourrait appeler une dimension collaborative dans l'hybridation des images de soi et de l'autre qui entre en ligne de compte. Je vous enverrai le PowerPoint, vous pourrez lire. Peut-être l'autre élément que je voudrais mentionner au passage, c'est le fait que même si on passe 3 mois, 2 semaines ou 6 mois sans modifier notre profil, mais notre profil va, ou notre archive de soi, va quand même s'actualiser par toutes les modifications que vont effectuer les amis au leur. Ou lorsqu'on va avoir des messages ou des invitations à aller intervenir ailleurs qui nous seront adressés. Donc, si par exemple, je n'écris rien sur mon mur Facebook pendant 3 semaines, mais que j'ai reçu 3 invitations, qu'il y a 2 personnes qui sont venues écrire sur mon mur et que mes amis ont écrit 850 statuts, hein, mais moi, je fais partie de cette archive générale, donc même si moi, je n'ai rien ajouté, mon profil, c'est quand même modulé par rapport à ce que les autres ont raconté. En même temps, cette archive, elle a, il faut se le rappeler, un caractère nomade et éphémère, parce que, comme je le disais au départ, si on actualise, et même si on actualise et qu'on participe à l'alimentation de son profil tous les jours, il y a très peu de chances que nos textes soient relus éventuellement par qui que ce soit. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais ça ne m'est jamais arrivé quand j'ai, je ne sais pas, eu un nouvel ami, d'aller repasser tout son profil pour lire ce qui s'y est déjà raconté. Okay? On commence à être amis aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a quand même un caractère éphémère parce que même si on est enregistré, classé, hein, même si l'archive existe, il y a peu de chances qu'on y retourne. Puis en fait, c'est le caractère aussi paradoxal par rapport à l'archive matérielle, c'est qu'on retourne plus souvent à l'archive matérielle qu'à ce type d'archive. Alors, ouais, voilà. Donc, j'avais ressorti 2 citations des boulamites, comme on dit, d'un texte de Foucault écrit dans les années 80 sur l'écriture de soi, parce qu'il me semblait que on peut très bien appliquer ces citations à ce que nous connaissons des réseaux sociaux. Alors, la première, c'est écrire, c'est donc se montrer, se faire voir, faire apparaître son propre visage auprès de l'autre. Et il parlait de l'épistolaire dans ce texte sur l'écriture de soi, en disant que la lettre aménage d'une certaine manière un face-à-face. Donc, on pourrait très bien changer
notamment dans cette première citation, là, l'être par les réseaux sociaux, puis ça reste tout à fait cohérent. Et il ajoutait que dans le cas du récit épistolaire de soi-même, il s'agit de faire venir à coïncidence le regard de l'autre et celui qu'on porte sur soi quand on mesure ses actions quotidiennes aux règles d'une technique de vie. Ben, c'est la même chose, on peut très bien transformer. On voit que le modèle finalement épistolaire peut très bien être repensé et reconduit dans la perception qu'on a des réseaux sociaux. Alors, je vais passer ce que je voulais, les autres trucs que j'avais jetés en vrac dans mon PowerPoint. Simplement, quand je vous l'enverrai, vous regarderez ce schéma qui s'appelle tout bonnement la roue de l'autobiographie. Alors, qui montre, qui met l'autobiographie au centre et qui montre, en fait, où se situent les autres pratiques d'écriture de soi par rapport à l'autobiographie, qui est, selon ce schéma, le récit le plus cohérent qu'on puisse produire à partir de la vie de quelqu'un. Et évidemment, tout ce qui concerne ce dont on a discuté, les réseaux sociaux et tout, ça tendrait évidemment vers la fragmentation, les multimédias. Et on parlait tantôt d'autofiction, de journal intime, les lettres seraient à peu près ici aussi. Donc, les réseaux sociaux se situeraient du côté justement là, du journal, des fragments et des confessions ici. Je vous enverrai le schéma si la chose vous intéresse. Alors, l'idée pour moi, c'est pas de m'en tenir à tout bêtement à voir comment les anciens modèles peuvent simplement être repris, exportés. C'est de voir aussi comment on les retrouve dans la littérature contemporaine. Puis en fait, tu avais raison de dire que je travaille surtout en littérature québécoise, mais pour les besoins de la cause, j'ai commencé aussi à éplucher un corpus un peu plus élargi, dans la mesure où il n'y a pas énormément de manifestations de ces textualités numériques encore surtout le roman qui m'intéresse, dans le roman contemporain. Il y a toute une série de romans par courriel, mais surtout des romans qui sont écrits en anglais et notamment un corpus britannique assez imposant. Il y a Iphigénie en Hauteville de François Blais au Québec. Il y a quelques courriels qui sont insérés dans les romans, mais il y en a encore peu. Il y a quelques exemples de romans aussi qui vont intégrer des tweets, des textos, des statuts Facebook, mais il y en a encore très peu aussi. Et enfin, oui, j'ai oublié de mettre la diapo. Il y a certains romans qui vont faire état ou qui vont faire des usages parodiques du web. Alors, je vais vous donner un exemple pour chacun de ces cas et puis ensuite, on pourra en causer. Le premier exemple, c'est un roman, puis c'est un petit roman d'amour. Oui. Ça s'appelle « Quand souffle le vent du Nord ». Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un roman par courriel. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver tous les romans par courriel. C'est québécois, c'est français? Non, c'est allemand, traduit vers le français, comme je ne lis pas l'allemand. Okay. Non, mais donc le vent du Nord, c'est pas ici. Non, c'est en Europe. Ça a refroidi les ardeurs, le vent du Nord. Alors, qu'est-ce que Quand souffle le vent du Nord? Donc, c'est un roman de Daniel Glattauer, traduit, donc, comme je le disais, de l'allemand, qui a une suite en plus, qui s'appelle La 7e vague. Ça a été même... La 7e vague. Ça a été adapté au théâtre. Bref, c'est un grand roman. C'est pas pour... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le point de vue formel. Ici, et vraiment pas l'intrigue, je vous l'avoue. Même par contre, je l'ai fait lire à mes étudiants dans un cours de résonance médiatique, puis ça a été leur roman préféré de la session. Donc, quand même, il y a un public pour ça. Qu'est-ce que ça raconte quand souffle le vent du Nord? Donc, en gros, là, ce sont deux personnes qui s'écrivent des courriels, mais qui ne se connaissent pas. Et qui, ça commence que la dame écrit un courriel en pensant s'adresser à une revue pour résilier un abonnement, puis finalement, elle écrit à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais ils tombent amoureux en s'écrivant des courriels et ils font le pacte de ne jamais se rencontrer parce que ça briserait finalement cette belle relation qu'ils ont établie. Ils vont boire du vin ensemble le soir, chacun derrière leur écran. Ils vont quand même interagir assez...
assez fréquemment. Sauf que la femme est mariée. Évidemment, il fallait le lieu commun du triangle amoureux. Qu'est-ce qui devient le point tournant de l'intrigue? Ben, c'est l'archivage des courriels. La femme, il y a un côté fétichiste, là. La femme imprime tous les courriels de son correspondant. Elle les cache dans un coffre. Et à un moment donné, que se passe-t-il? Ben, le mari découvre les courriels. Et là, s'ensuit un échange de courriels entre le mari et l'amant. Ben, l'amant, c'est pas vraiment un amant au sens propre du terme, mais en tout cas entre le mari et le correspondant, qui est représenté par cette citation. Donc, j'ai tellement honte d'avoir dû en arriver là que j'aimerais disparaître sous terre. J'ai fouillé dans la chambre d'Emma et dans un coffre bien caché, j'ai trouvé une chemise, une épaisse pochette remplie de feuilles, 16 échanges de mails avec un certain Léo Like imprimés avec soin, page par page, message par message. Les mains tremblantes, j'ai photocopié le tout, puis j'ai réussi à ne plus y toucher pendant plusieurs semaines. Et ensuite, il part en randonnée, il amène la pochette, il lit les courriels et il a un malaise cardiaque et il est amené à l'hôpital. Bon. Oui, vous pouvez rire. Vous pouvez rire. Et donc, l'archivage des courriels devient le point tournant du récit. Bon, il les archive dans le logiciel de courriel, mais il les imprime même pour en faire comme un duplicata. Et ça devient le point tournant dans la mesure où non seulement la liaison est découverte par le mari, mais ça va déclencher aussi la rupture numérique, si on veut, entre les deux, puisque l'homme va décider qu'il vaut mieux pour lui d'aller travailler aux États-Unis pour être loin de cette de tout cela et laisser la dame reconstruire son mariage. Alors, ça, c'est le premier exemple. Et le premier ton. Et le premier ton, oui. Oui. Le deuxième. Le retour. Oui, il revient, oui. Il revient dans le deuxième. Je suis un bon romancier ici. C'est quoi, toi, des vrais romans? OK, le deuxième, ça concerne des statuts Facebook. Donc, c'est un petit roman qui s'appelle « Toi et moi, It's Complicated ». Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que les statuts? Coup de tête. Paru en 2011, c'est de Dominique Bellavance. Je pense pas qu'il soit très, très connu. Ça met en scène un étudiant au Cégep Sainte-Foy, dont, évidemment, toute l'existence tourne autour de Facebook, où il va consigner ses moindres faits et gestes. Hein. Donc, il est au Star Café, s'apprête à faire des petits nuages de lait dans sa tasse de café. C'est vraiment, on archive la banalité au quotidien. Et en fait, l'étudiant en question a une confiance aveugle dans les réseaux sociaux et il ne se doute pas du tout du fait qu'on puisse lui nuire en se servant de Facebook. Mais c'est ce qui arrive. Il y a une jeune fille qui le piège en se présentant sous un faux profil et en diffusant des vidéos de lui qui est en train d'embrasser une fille à pleine bouche dans une fête. Sauf que le gars en question a une copine. Et là, encore une fois, les réseaux sociaux et justement cette espèce d'immense archive devient le point tournant de l'intrigue, c'est-à-dire que là, ben, à un moment donné, il se rend compte qu'il s'est fait avoir par la fille qui a posté les vidéos. Et je vous révèle pas la fin au cas où vous auriez envie d'aller le lire. Mais bon, les statuts Facebook et les clavardages, même s'ils sont très, très, très banals, je vais vous montrer d'autres exemples après, ils contribuent quand même à assurer la progression du récit parce que les personnages se révèlent les uns par rapport aux autres. Donc, ici, on dit qu'il est au Star Café et s'apprête à faire des petits nuages de lait dans sa tasse. Quelques minutes plus tard, il n'obtient pas beaucoup de réponses. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il s'est encore brûlé la langue. Non. Ouais. Puis là, après, ben, il n'y a pas vraiment de réponse. Puis là, il a bu trop de café. Fait qu'il dit qu'il ne s'endort pas. Mais là, il suscite des réponses. Tu sais, lâche la coke. Puis toi, tu n'es pas déjà au lit, ta mère serait pas contente, etc. Donc, c'est le type, tu sais, c'est le type d'échange. Mais dès qu'il se rend compte, justement, que ces statuts ne suscitent pas de réaction, ben, il en écrit d'autres pour essayer
pour essayer de susciter des commentaires puis pour attirer l'attention de son groupe d'amis. Alors, exemple de roman où les statuts Facebook jouent un rôle central et où le gars vraiment prend Facebook au pied de la lettre, c'est-à-dire comme un journal très, 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 très personnel. Moi, je me moquerais. Je pense que si quelqu'un écrivait qu'il est en train de faire des petits nuages de lait dans sa tasse de café, je trouverais un émoticône de petits nuages. En tout cas. Le troisième, ben, c'est le cas qui m'apparaît le plus intéressant, mais qui se détache en fait le plus de ce que je vous ai raconté. Mais oui, non, en tout cas. C'est le document 1 de François Blais. Est-ce que vous connaissez? J'ai un oui là-bas. Tu l'as lu? Ah, oui. Donc, moi, j'ai bien rigolé. En tout cas, c'est vraiment un roman très amusant qui offre une perspective différente. En fait, ce ne sont pas des fragments de texte qui sont associés à l'usage de plateformes permettant de s'exprimer, qui font progresser l'intrigue, mais c'est plutôt le web qui est envisagé comme une immense archive. Et comme une immense archive de quoi? En fait, le web devient un espace de voyage virtuel. Alors, ce qui se produit, c'est qu'on a deux jeunes qui reçoivent des prestations d'aide sociale, qui décident qu'ils veulent faire un voyage. Et là, ils vont, au hasard, sur Google Maps, choisir une ville obscure en Pennsylvanie. Et ils vont apprendre vraiment, essayer d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur cette région. Ils vont aller chercher des noms d'hôtels, des menus de restaurants, puis Blair reproduit fidèlement des extraits du web, des extraits de Wikipédia. Et donc, le récit, ce n'est pas vraiment celui d'un trajet qui a été réellement parcouru, mais c'est vraiment celui d'un périple via Google, cette vaste archive qui permet d'accéder finalement au monde entier depuis l'écran d'ordinateur. Alors, pourquoi j'ai écrit sur une diapo précédente que c'était un usage parodique, mais en fait, c'est parodique, en fait, c'est ironique, c'est très moqueur, ça pose un regard très moqueur sur le récit de voyage traditionnel, d'une part, qui est perverti en voyage virtuel, mais ça pose aussi un regard très ironique sur cette question du trop-plein d'informations auquel la vaste archive qu'est le web donne accès. Et c'est une problématique que les protagonistes du roman illustrent à merveille, parce que, comme ils le disent à un moment donné, qu'à tout vouloir archiver, on devient submergé par une quantité phénoménale d'informations et il y a certaines personnes qui sont incapables de discerner, de déterminer la qualité ou l'importance des informations. Là, je donne l'exemple suivant. Ils ont décidé d'identifier des lacunes au savoir proposé par Wikipédia. Eux, ils veulent visiter la ville de Knob Lick. Alors, ils disent, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'article sur la ville de Knob Lick, alors qu'on en trouve, et là, vous avez toutes les... sur le problème de la sexualité entre les hommes et les sirènes, sur la liste des personnages de fiction avec 9 doigts, sur la mucophagie, sur Niels Olave, le pingouin colonel en chef dans la garde norvégienne, la liste des cochons historiques, la religion en Antarctique, etc. Et ils disent même, on apprend au passage que les bonnes fontaines, il manquerait sa fontaine, sont jaunes à Des Moines, Iowa. Et donc, se moque vraiment du fait que tout sur le web, tout sur cette archive devient un renseignement crucial, de plus, qui occupe l'espace de stockage de nos cerveaux. C'est une autre citation du roman. Et Blais, finalement, illustre une sorte de régression à laquelle peut conduire, justement, un trop-plein d'informations ou ce qu'on pourrait peut-être appeler un surarchivage. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.